Beauté, Jambo, Amos à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel Menzona Zanitia et nous voir vous tous. Avant de commencer la séance, je vous inviterai vous tous de liker, de partager la podcast channel, c'est gratuit. On ne vous demande pas 5 francs, on ne vous demande pas d'argent, on n'en a pas besoin. On veut juste que vous likez, que vous partagez. C'est la chose la plus simple à faire. Ça ne demande pas 10 secondes, c'est simple. Vous partagez à vos proches, à vos frères, à vos amis, etc. Et l'histoire est faite. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire une autre présentation d'un livre que vous devez acheter et j'espère et que vous pouvez aussi lire, acheter, bref, télécharger. Je ne sais pas où vous allez pouvoir télécharger. Ce livre, c'est The Heisman Inheritance, Prehistoric Sources of Western Man Racism, Sexism and Aggression. Il a été écrit par Michael Bradley et l'introduction a été rédigée par John Henry Clarke, dont tôt ou tard nous allons devoir aussi étudier un de ses livres. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre? Avant de vous présenter effectivement l'introduction, si on a le temps de vous présenter l'introduction, parce que nous allons également vous présenter ces deux personnages qui ont été emblématiques. Bon, du moins, Michael Bradley, c'est un locoderme et John Henry Clarke, c'est un méanoderme. Donc, j'espère que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on aura le temps de présenter un de ces livres et dont on fera également aussi une présentation de ces livres. Bon, vous l'avez peut-être déjà constaté, je lis beaucoup les livres de nos auteurs, notamment ceux de la Britannia. Pourquoi? Parce que les auteurs mélanodermes anglophones sont ceux qui ont été les plus axés sur la psychologie, c'est-à-dire la psychologie génétique du locoderme. Donc, ils ont étudié, en étudiant l'histoire de l'Afrique, ils se sont beaucoup axés sur l'esprit, sur la mentalité, sur le phénotype, le génotype, sur les allèles, etc., le génie génétique, on va dire, du locoderme. Parce qu'on ne peut pas expliquer la sauvagerie et l'aliénation dans laquelle nous sommes si on ne va pas vers la personne qui a créé le désordre, c'est-à-dire si on ne va pas vers l'esprit désordonné, si on ne va pas vers l'entité génétiquement désordonnée. On ne peut pas expliquer l'insecure système dans lequel nous sommes si on ne part pas à la source de l'insecure et de l'insecurity himself. Donc c'est le locoderme. Le locoderme est la source de l'insécurité parce que je vous l'ai déjà dit, c'est un être insecure. Et les êtres insecures créent l'insecurity. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ne savent pas créer autre chose que les dommages de la vie. Là, vous allez peut-être me dire, mais Michael Bradley, c'est un locoderme. Effectivement, c'est un locoderme. Mais pour aller dans cette recherche de ce livre, pour avoir pris la décision d'écrire ce livre, il a dû lui-même accepter une certaine réalité. On ne dit pas que parmi les locodermes, il y a des gens qui voient leur réalité, c'est-à-dire eux-mêmes se sont posé la question, qui est-ce qu'ils sont? Rares sont les locodermes qui se posent la question, qui est-ce qu'ils sont? C'est-à-dire, pour eux, le dommage, c'est Dieu qui a créé ça. Vous savez, il y a même des mélanodermes qui se disent que c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a rien voulu. Dieu n'a pas voulu la mort. Dieu n'a pas voulu les conneries dans lesquelles nous vivons. Dieu ne veut pas ça, c'est du mensonge, je l'ai déjà dit. Et donc, ce sont des conneries. Et donc, le locoderme échappe sa propre auto-accusation en accusant toujours des phénomènes extérieurs. Il y a d'autres qui finissent eux-mêmes par se regarder dans le miroir et se dire eux-mêmes, il y a peut-être en nous quelque chose qui ne va pas. J'ai envie de dire, on est allé tuer partout, à gauche, à droite, on allait violer, on allait métisser, on allait créer Ebola, Sida, etc. Il y a quand même quelque chose qui cloche en nous, il y a quand même un phénomène. On n'arrive jamais à reconnaître les torts de la colonisation, etc. Donc, il y a des gens qui se posent eux-mêmes la question qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils changent. Et en même temps aussi, au fur et à mesure, ils finissent aussi par comprendre que, comme c'est leur comportement, ils auront beau essayer de se battre. Ça revient, ça ressort. Comme on fait son lit, on se couche. C'est-à-dire, un moment, on essaie de bien faire son lit. Et après, un autre jour, on finit par refaire ce qu'on faisait comme avant. C'est-à-dire, les habitudes reviennent au galop, quoi. Parce que c'est pas que c'est un conditionnement génétique, c'est pas qu'ils ont été conditionnés, etc. C'est qu'ils ont été naturellement créés comme cela, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut finir par comprendre.
Et c'est pour ça que quand on va revenir sur les lectures de Bobby Wright explique, après tout cela, que maintenant c'est au mélanoderme de regarder le matador. Parce que depuis, on ne veut pas le voir. On parle au quotidien, on explique au quotidien. Mais il y a des gens qui ne veulent toujours pas voir. C'est-à-dire, tout ce que je raconte là, ils croient que c'est de la merde. Et c'est vrai, il y a beaucoup qui se disent, mais ce qu'elle dit là, c'est de la merde. On ne veut pas accepter cette réalité. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas voir. Et donc, c'est pour cela que Bobby Wright dit, après avoir expliqué tous ces problèmes, il faut maintenant que le mélanoderme lui-même accepte de regarder le matador, accepte de regarder son adversaire, son ennemi. Parce que pour s'insulter entre nous, mais qu'est-ce qu'on est doué? J'ai envie de dire, on est extrêmement doué, on est impeccable dans ça. On sait vraiment s'insulter, hein. J'ai envie de dire, on est vraiment très fort dans ça. Donc, avant de commencer la séance, il sera important donc de vous rappeler un peu, de vous expliquer ou de vous faire une petite biographie de qui sont Michael Bradley et donc John Henry Clarke. Donc, je rappelle encore, n'hésitez pas à liker, à partager. Les clics sont gratuits, c'est-à-dire vous cliquez sur le pouce et c'est fini, j'ai envie de dire, et c'est bleu. Et vous partagez, n'hésitez pas à cliquer sur partage, vous partagez à vos frères, à vos soeurs, à vos cousins, à vos cousines, vous cliquez sur les liens, vous partagez les liens. J'ai envie de dire, aujourd'hui, en un clic, tout le monde peut être au courant de beaucoup de choses. Mais il est vrai que, est-ce que nous avons aussi la volonté de partager cette chose? Voilà. Donc, on va essayer de savoir qui est Michael Bradley. Bon, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur ce monsieur. Pourtant, il paraît-il qu'il a été auteur de plusieurs ouvrages. Mais sa bibliographie est assez légère, j'ai envie de dire. Elle est presque vide. Bon, on va dire que c'est comme s'il n'a presque pas existé. Donc, qui est Michael Bradley? Il est né en 1944 et il est mort en 2017, donc c'est assez récent. Ça fait à peu près 5 ans qu'il est mort, donc c'est très récent. Michael Bradley, the respected author of 20 books previously published in Canada, the US and UK, passed away peacefully in December 2017. After a protracted illness and a long battle with heart disease, he has lectured at Princeton University, Yale University, Vanderbilt University, York University, University of Toronto, and Kennedy King College, as well as many other educational institutions. His biography has been selected for Canadian Awards since 1993 because of his contribution to Canadian cultural life. His biographical entry can be found under the Sackville. Michael Bradley, il est le respecté auteur de 20 livres précédemment publiés au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Il est mort en 2017, en décembre, et donc il souffrait effectivement d'une maladie prolongée et d'une longue bataille contre des maladies cardiaques. Donc, on ne sait pas si effectivement il est mort de crise cardiaque ou d'une maladie prolongée, etc., cardiovasculaire ou... Bon, il a enseigné au Princeton University, à Yale University, à Vanderbilt University, à York University, à l'Université de Toronto et de Kennedy, etc. Sa biographie a été sélectionnée pour le Canada en 1993 parce qu'il a beaucoup contribué pour la vie culturelle du Canada. Donc, on va dire que c'est plus ou moins un auteur canadien, c'est ce que je veux dire. Donc, on n'a pas pu malheureusement trouver d'autres aspects de qui était ce monsieur, donc c'est tout ce que vous devez savoir. C'est malheureux, bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Il a quand même pris le temps pour écrire le livre le plus délicat, la leucodémie, bien que le livre encore le plus délicat, c'est le livre dont on vous fera bientôt une lecture, si ça sera par rapport à l'esclavage des Blancs contre les Blancs, c'est-à-dire les Blancs se sont esclavagisés eux-mêmes. Mais bon, c'est plus facile de vendre l'histoire que c'est le Noir qui a tué le Noir, parce que c'est plus vendeur, vous voyez ce que je veux dire. Donc, John Henry Clarke, né John Henry Clarke, effectivement, il est né le 1er janvier 1915 à Union Springs, dans l'état de l'Alabama, et il est mort le 16 juillet 1998 à New York. C'est un écrivain, professeur, historien, panafricaniste, super engagé, afro-américain. Donc, il était pionnier dans la création des
Africana Study, dont on reviendra lorsqu'on fera maintenant une véritable biographie sur John Henrik Clarke, parce qu'on va présenter ses livres, et donc dans le monde universitaire au début des années 1960. Donc la jeunesse de John Henrik Clarke est assez simple. C'est le fils d'un fermier qui s'appelait John, donc John comme son père, et de sa mère qui était une blanchisseuse qui s'appelait Willie Ella Mays. Donc sa mère a décédé lorsqu'il avait 7 ans, et après ses études secondaires, il aménage à New York où il suit les études de façon intermittente à l'université de New York, à l'université de Columbia, au Hunter College et à la New School of Social Research, sans finaliser ses études par un diplôme. Il découvre les artistes et auteurs du mouvement de la Renaissance de Harlem. C'est ainsi qu'il rencontre une des figures de ce mouvement, Arturo Alfonso Schomburg, qui devient son mentor. Donc on reviendra effectivement sur ce monsieur qui est un Afro-américain, historien d'origine de San Juan. Il est surnommé le père de l'histoire noire américaine. Donc c'est lui, si vous cherchez le père de l'histoire noire américaine, essayez de voir qui est Arturo Alfonso Schomburg. Bien qu'on ait donné beaucoup d'éloges à Antonin Femin, à bien d'autres auteurs, bon, il paraît que c'est Arturo, donc c'est à découvrir effectivement. Et donc, il devient son mentor et il l'introduit au sein de divers cercles littéraires comme Harlem History Club, dont on reviendra toujours, et le Harlem Writers Workshop qui deviendra le Harlem Writer Guild, donc toujours fait initier par Schomburg, à l'histoire des Afro-Américains et des Noirs américains. Bon, parce que vous connaissez très bien cette polémique, on ne va pas vous la cacher. Il y a cette histoire qui n'est même, c'est même pas véritablement une polémique, mais bon, il y a des Afro-Américains qui ne se revendiquent pas africains parce qu'ils se disent que leurs ancêtres étaient les premiers à être nés sur les terres qu'on appelle américaines. C'est vrai, before Columbus. Il est vrai que les premiers habitants des Amériques sont des Africains, ce sont des Gamites. Il est vrai, voilà. Maintenant, il ne faut pas aussi nier la réalité qu'il y a eu des gens qu'on a déportés là durant l'esclavage, dont il y a dû avoir un embrouillage, etc. Et puis, il est aussi possible, bon, de toute façon, c'est une certitude, que si les leucodermes type caucasien sont allés ramasser les Noirs d'Afrique pour les mettre à la place des Amérindiens au travail, c'est peut-être parce qu'au final, ils ont vu que les deux se ressemblaient. Donc, certes, ils avaient déjà tué les Amérindiens et ils se sont dit que de toute façon, il y a des gens qui les ressemblent un peu là-bas sur Kamakachupa. Il se peut que voilà, les choses qui se sont aussi passées, c'est aussi une réalité. Bon, on reviendra sur les études de Bonsai Satima un peu plus tard. Donc, c'est juste pour qu'on passe un peu vite et qu'on finisse vite la biographie de John Henrik Clarke, dont nous allons toujours revenir tôt ou tard, effectivement. Il était donc professeur d'histoire africaine en 1969, président et fondateur du département des études noires portoricaines, département of Black and Puerto Rican Studies, du Hunter College, établissement universitaire attaché à l'université de la ville de New York. Il occupe la chaire de Carter D. Woodson, qui est un historien, activiste, chroniqueur afro-américain, qui travaillait donc au Centre de recherche et études africaines de l'université de Cornell. En 1968, avec le comité électoral noir de l'African Studies Association, Clarke fonde l'African Heritage Studies Association. Clarke documenta donc l'histoire et la contribution du peuple africain à la diaspora en créant de la même une perspective afrocentrisme. Moi, je vous définis plutôt la manière dont je vois l'afrocentrisme. C'est une concentration de la recherche et de la volonté des Africains, des Kamitou, à vouloir se réinstaurer, récupérer, reprendre son histoire, son essence et tout faire pour amener ce lien historique, comme disait Cheikh Anta Diop dans la civilisation au barbarisme, ce lien entre le passé de Kamakachupa, le présent de Kamakachupa et son futur. C'est-à-dire, c'est sine qua non, c'est lié. Et donc, l'afrocentrisme permet aux Africains de se concentrer sur eux-mêmes, d'arrêter de vivre dans les rêves des autres et vivre dans leur propre réalité, qui est une réalité avec beaucoup de travail, beaucoup de tumulte et avec une vérité qui, par moments, fait un peu mal au cœur, mais c'est cette vérité, c'est cette réalité,
C'est cette analyse de nos problèmes qui nous permettront effectivement de nous redresser. Les choses vont petit à petit, mais c'est ainsi, c'est-à-dire que dans la vie, il faut nécessairement qu'il y ait des problèmes pour se rendre compte des choses qu'il faut améliorer. Et il est vrai que, imaginons que le locoderme n'avait jamais existé, il est sûr qu'on aurait sûrement connu d'autres types de problèmes. Donc, pour dire vrai, ces choses étaient obligées d'exister pour qu'on améliore ou pour que l'on revisite un peu l'appui et la manière dont on a approché l'univers, peut-être pas la manière dont la chose était clairement établie, ou peut-être que Imana voulait nous mettre un test, je dirais qu'il est assez particulier, mais qui nous apprend beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire, ça nous apprend à ne plus être incrédule, à ne plus être idiot. En 1974, il travaillait avec Amy Jacques Garvey, militante jamaïcaine à l'égalité des droits. C'était la seconde épouse de Marcus Garvey pour sa vision de l'Afrique. On reviendra plus tard sur le travail de John Henrik Clarke, mais il a écrit de nombreux livres qui ont été pour moi les plus inspirants et innovants. Et c'est ce monsieur qui a eu le courage, parce que peu le font, c'est-à-dire ils ont eu le courage de dire ce que c'était réellement que les Juifs. Il a réussi à expliquer ce que c'était que le Juif réellement. Je vous invite à réécouter sa lecture, c'est en anglais, mais c'est très intéressant. Et il ne faut pas avoir peur par moments, c'est vrai, il est vrai que la locodermie ne veut pas qu'on parle de ce sujet. Oui, comme le sujet de l'Holocauste, ces histoires de Hitler. Parce que il est clair que, effectivement, comme on accuse les Noirs d'avoir esclavagisé les Noirs, vous savez très bien que les Juifs, entre eux, se sont vendus. Ça, c'est une chose que l'on ne peut négliger, qu'on ne peut nier. Comme on dit bien que les Chinois se sont vendus entre Chinois, ça c'est une vérité, et etc. Les peuples se sont trahis entre eux, comme le locoderme en globalité qui ne veut pas avouer la réalité, notamment le caucasien, qui a vendu ses propres frères caucasiens aux Arabes. Oui, on reviendra sur ces histoires-là. On va donc essayer de vous lire l'introduction de ce livre, mais effectivement, on va d'abord un peu expliquer la préface. La préface, comme vous le voyez bien, c'est tout en gris. Effectivement, c'est un fond gris, un gris radiant qui s'assombrit vers le bas, qui montre l'acte, c'est-à-dire on est en plein acte, un acte sanglant, un acte de la violence, un acte qui entraîne la mort, c'est un acte sûrement mortifère. Donc, une personne de typologie génétique locodermique tient une pierre. Et cette pierre, comme dans les films d'horreur, les films de violence américaine, les films de violence locodermique, même pas qu'américaine, locodermique, vous l'avez tous remarqué plus en plus dans les médias, dans les films, etc. L'apanage au sang, la violence, les scènes ne sont plus cachées. On voit partout des gens qui se violentent, qui se tuent, qui s'entretuent, qui explosent les organes, ça éclate, c'est éparpillé. J'ai envie de dire, c'est éparpillé. Donc, là, on est en plein acte, puisqu'on voit le geste qui se fait avec, on sent la pression, puisque vous voyez bien les traits qui impliquent l'acte qui est en train de se faire. Donc, on a un acte de tuer, on a un acte de sang, on est dans la configuration du crime exercé avec la plus grande violence qu'on ne peut imaginer. On ne sait pas qui est-ce que cette main locodermique tue. En réalité, on ne sait pas, puisque effectivement la personne dont il est en train de faire éjaculer le sang partout va mourir, on le sait tous. Donc, la première de couverture est assez parlante. On va parler de violence, de sang, on va parler d'origine, déjà par le titre, on va parler d'origine du sang, on va parler de l'origine du meurtre, d'ignominie du jamais vu. On ne dit pas que en mélanodermie, ça n'existait pas la violence, mais comme je vous ai dit, ce n'était pas la même catégorie, c'est-à-dire c'était pas des guerres, c'est-à-dire lorsqu'on se faisait des guerres, c'était pas des guerres de la violence pour la violence ou le plaisir de faire violence ou par de la haine et d'une frustration profonde, vous voyez ce que je veux dire. Le locoderme, il est animé par une haine, par une rage qui n'est plus explicable à long terme. J'ai envie de vous dire, nos frères, nos sœurs dans le passé, même chez Kanta Diop, ils ont essayé d'expliquer cette violence.
Mais à un certain moment, plus on réfléchit, moins on trouve des justifications. C'est-à-dire, on n'arrive plus à justifier les actes de violence. Est-ce que c'est réellement, parce que d'autres disaient c'est le climat qui les a rendus comme ça, est-ce que c'est réellement le climat qui vous rend comme ça? Est-ce que c'est le climat qui vous rend de la sorte? Puisque si on passe les terres qui avaient des mélanodermes qui vivaient sur des terres tempérées, durant une longue période, quand même une longue période, ils sont restés mélanodermes, pourquoi ne se sont-ils pas entre-déchirés entre mélanodermes? Pourquoi est-ce que c'est bizarrement la locodermie qui allait jusque-là, en fait? Peu se pose la question. C'est pour ça que je dis, le locoderme, il va essayer de toujours... C'est-à-dire, ils ont une technique qui est malheureuse. C'est pour ça que je les appelle les gens malheureux. Et c'est pour ça que je dis que les gens comme Kanye West sont des gens malheureux. Plus vous êtes avec eux, plus vous vivez dans leur cercle, dans leur mode de vie, dans leur univers, même si en apparence elle a l'air joyeuse, elle a l'air imaginaire, parce qu'ils vivent dans leur imaginaire. Plus vous vivez avec eux, plus vous devenez bizarre. Au sens propre du terme, vous êtes bizarre. Au sens figuré, vous êtes bizarre. Au sens du quartier, vous êtes bizarre. Et vous devenez effectivement bizarre. Bizarre dans le sens négatif du terme. Morbide. Vous faites limite peur. Même la personne la plus riche fait même peur. C'est-à-dire, même Bill Gates, même s'il est milliardaire, il fait peur. Warburg, il fait peur. C'est-à-dire, ces gens, ils font peur. Warren Buffett, Jeff Bezos, dernièrement, on parlait de la reine d'Angleterre, une vraie sorcière, une criminelle. Ce n'est pas faux de le dire, et c'est certifié que c'est une criminelle. Jeff Bezos, il avait répondu à une professeure attitrée mélanodermique nigériane ou ghanéenne qui disait que la reine était morte, etc. On s'en fichait de sa mort, mais c'est sa réponse qui était étrange. C'est-à-dire, vous voyez des gens, vous les aimez parce qu'ils sont milliardaires. Je vous ai dit que l'argent n'explique rien. L'argent n'explique pas le comportement. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas dans les histoires des oligarques, des globalistes. Je ne suis pas dans ces histoires tombent de partout et nulle part. On a des gens pauvres, locodermes, qui pensent comme Jeff Bezos. On a des gens riches qui pensent comme Jeff Bezos. Donc vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'oligarchie. Ce n'est pas une histoire de prolétaire. C'est une histoire génétique. Et je suis fière que, quand même, il y a quand même un locoderme qui allait jusqu'à reconnaître que le problème est génétique. C'est pas une histoire de prolétaire. Les gens pensent que parce que vous êtes prolétaire, donc vous définissez, donc vous pensez que vous êtes mieux qu'un oligarque. Déjà, il faut comprendre que il y a beaucoup de prolétaires, locodermes, qui pensent comme les oligarques. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Parce que le problème, c'est l'argent. C'est l'argent, le comportement est le même. Les Noirs doivent arrêter de parler des gens qui ne connaissent pas. Il y a des panafricains doivent arrêter de parler des gens qui ne connaissent pas. Donc, ils n'ont pas essayé d'étudier l'histoire. L'histoire implique la génétique. L'histoire implique l'origine. L'origine de l'espèce implique une science naturelle sur ces gens. Qui sont ceux qui ont fait ces études parmi les panafricains? Des gens restent sur des idéologies, ils voient des gens, ils disent « Oh, les pauvres gilets jaunes ». Mais gars, vous ne connaissez même pas ces gens. Ces gens ne vous connaissent pas. Moi, j'ai dit, si on fait les histoires des oligarques et des prolétaires, moi, je vous dis que je vais vous citer des oligarques qui font des trucs très, très bien. Et là, vous allez comprendre que ce jeu-là, vous êtes morts. Et c'est pour ça que je dis, ces gens qui parlent des prolétaires, des oligarques, le coderme, ça c'est un combat qui ne vous concerne pas. Parce que l'Afrique, son problème, le problème de l'Afrique n'est pas lié, ou du noir, n'est aucunement lié à une histoire de classe sociale. Moi, je n'en ai rien à battre du fait qu'il y a des gens riches, extrêmement riches. Mais s'ils ont un comportement noble, pur, généreux, magnétique, moi, j'ai pas de problème. Mais, si tu es pauvre, mal élevé, tous ces trucs se tiennent,
Où est donc la différence? Donc, c'est un peu là où je trouve que nos gens, ils ne savent pas exactement de quoi est-ce qu'ils parlent. Il faut savoir de quoi est-ce que vous parlez, de qui est-ce que vous parlez, de quelle espèce, à quel phénomène nous avons affaire. Cette image est déjà assez expressive, c'est-à-dire, elle est assez expressive dans le fait que elle nous dévoile que c'est une société sanguinaire. C'est une société du sang. C'est une société qui s'emporte par ses sentiments. Rappelez-vous de Léopold Sédar Senghor. Il disait que les Africains étaient dans l'émotion et que le Coderme était dans la réflexion. Là, c'est faux. C'est totalement faux. C'est normal. En plus, c'est un métisseur. Un traître. Et tout l'ensemble. Lui, c'était déjà le Coderme. Peau noire, masque blanc. Donc, on était déjà dans cette configuration. Ce type de noir existe. Mais donc, ici, on est en train de nous expliquer que ces gens, lorsqu'ils sont emportés par la vision sanguinaire, lorsqu'ils sont emportés par leurs émotions enragées, d'insecure, alors ils vont aller très 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 loin. Très 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 loin dans la destruction. Eux, ce sont des destructeurs par nature. Je vous ai dit, les insecures créent l'insecurity. L'insecure crée l'insecurity. Le leucodème est insecure. C'est un gène insecure. C'est une chose insecure. Alors, l'insecurity will be propagated all over the world. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette affiche nous dit beaucoup de choses. Il y a déjà du sang. Et la personne, peut-être que cette personne en train de tuer est peut-être même déjà morte, mais il continue à frapper sur cette personne. Il y a une rage indescriptible. Il y a une rage. Et c'est ce comportement enragé, violent, barbare, désordonné, chaotique, perdu, dans les néants, dans les ténèbres, que l'on va essayer de découvrir en introduction. Donc, le livre, il a été publié par la maison de publication Coyote ou Coyote, j'arrive pas à bien lire, je sais pas, c'est peut-être canadien, 15 ouest de la 24e rue de New York, 1978. Et donc, le livre a été imprimé en 1991. Il a un hommage pour Jason Bradley, ça doit être son fils, Susan Savage, Dina Beans et Michael Twosey. Voilà. Au content, il y a environ 3 parties, 3 parts in this book. Donc, la première partie, c'est la contention. Donc, le premier chapitre, c'est l'héritage grec, donc de la technologie occidentale. Le chapitre 2, je vous traduis tout ça une fois en français. Les dons grecs, chapitre 2, la psychologie occidentale et donc la philosophie de la psychologie occidentale. Le chapitre 3, l'enfant, le feu et la glace. La partie 2, race et le néandertal caucasoïde. Chapitre 4, le concept de la race. Le chapitre 5, le néandertalien caucasoïde. Le chapitre 6, Fire and Ice, psychobiologie. Donc, on étudie maintenant, on est dans la psychologie biologique, donc ce qui a créé l'entité leucodermique. Partie 3, The Iceman Inheritance, chapitre 7, The Iceman Inheritance, Love and Expression. Donc, la manière dont l'homme de glace, l'héritage de l'homme de glace dans son expression, donc dans son comportement amoureux, si on définit d'après leur vision à eux, si c'est ce qu'ils appellent l'amour. Pour moi, je voudrais dire que ça n'existe pas. Si tu tues par amour, ça veut dire que tu n'es pas amoureux, tu es juste un tueur. Bref, donc, l'amour et expression, je pense qu'il parle donc de ce comportement, de cette attitude, de ce phénomène interrelationnel entre deux personnes qui semblent s'apprécier. C'est pas forcément un amour du mariage, ça peut être une amitié aussi, c'est une sorte de lien amoureux. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, son expression, ses formes d'expression. Donc, comment est-ce que l'homme de glace
exprime sa manière d'être amoureux, qui peut être différente des autres. Et malheureusement, comme nos frères et nos sœurs, surtout nos sœurs, elles voient les livres des Harlequins, les romans, les telenovelas. Donc, elles s'imaginent dans l'expression d'amour que le locoderme présente, qui malheureusement est une illusion, mais c'est ça qu'on appelle aussi le phénomène psychologique dans lequel le locoderme nous a mené, c'est qu'il nous a rendu cons. Et donc, effectivement, beaucoup sont dans le piège là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le chapitre 8, The Iceman Inheritance, Psychobiology and History and Society, dont la psychobiologie et l'histoire et la société de ce phénomène qu'on appelle la locodermie, tout type DNA, même si effectivement Bradley a voulu plus se concentrer sur la caucasoïde. Et moi, je vous ai dit que si on va même un peu plus loin, le type caucasien qu'on appelle, dont on attribue la génétique à l'européen, peut même être, on peut même aller très loin en disant, puisque le continent européen n'est qu'une branche de l'Asie tout entière, c'est l'Asie de l'Ouest, donc on va aller très très loin en disant que les types hybridés, que je disais longtemps, le locoderme hybridé, on peut même les appeler les caucasiens hybridés en fait. Je vous ai dit que la science évolue, on peut aller encore très très loin, vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'était, il a voulu se limiter là, il voulait raconter l'histoire de ses frères à lui, donc ses frères caucasiens européens et Yamnaya. Et donc, on pourra, pour comprendre le comportement de Yamnaya, on peut aussi expliquer le comportement du hybridé locoderme et les hindous locodermes, des Aryavarta, etc. Et à la fin, le chapitre 9, c'est l'Ouroboros Unfettered, donc l'Ouroboros sans entrave. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ouroboros, je vais quand même vous l'expliquer brièvement. Donc, pour ceux qui ont quand même vu Fullmetal Alchemist, j'espère qu'il y a quand même des gens qui aiment voir les mangas. Vous n'êtes pas aussi obligé de connaître ça via les mangas, vous pouvez aussi les connaître via les recherches, s'il y a des gens férus d'histoire, effectivement. Donc, vous avez sûrement vu Fullmetal Alchemist quand les homoculus avaient donc autour de sur une partie de leur corps, je sais pas, il y avait un signe avec un serpent qui se mord la queue à l'infini. C'était donc ça le cercle de l'Ouroboros, en fait. Bon, vous l'avez aussi vu dans d'autres histoires et littératures ténébreuses, locodermique type caucasienne. Donc, c'est un symbole qui est très, très, très ancien, qui remonte jusqu'à l'Égypte antique, donc Kémet. Effectivement, c'est un signe qui a été repris. Comme d'habitude, bon, pour dire vrai, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est juste une réinterprétation, c'est un remake, voilà. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sur cette terre, à l'occidental, à la hybridée et arabique, tout ça, c'est un remake, make and remake, fatigué et qui n'a plus aucun sens de tout ce que nos ancêtres faisaient en Afrique ou dans les terres de Noirs avant que les envahisseurs ne viennent. Donc, ce sont des remasterisages, mais en épuisant le sens, dont le sens a disparu, suite à ces remasterisages, en fait. Donc, l'Ouroboros. C'est un dessin, comme vous le voyez, un objet qui représente un serpent, un dragon, peu importe l'animal imaginaire ou pas, qui se mord la queue, littéralement le serpent qui se mord la queue. Si on essaie de voir un peu dans la vision mélanodermique donc Kemet, le dessin est même retrouvé sur des Medunechirou, sur des pyramides. Ça veut dire un éternel recommencement. Ça peut expliquer le Noun, parce qu'il y a une explication aussi du Noun à travers ce phénomène-ci. Il y a la jeunesse, il y a le fait d'un retour à une seconde jeunesse, parce que également le serpent, le dragon mue, donc il mue, il se nettoie. Peut-être que ce sigle veut aussi dire que le serpent qui se nettoie peau, il se nettoie les écailles et donc il va remuer à travers ce phénomène qui est un cycle plus ou moins qui tourne en rond, un cycle plus ou moins éternel. Ça incarne aussi pour certains le soleil, donc il y a aussi l'incarnation du soleil. C'est pas forcément le serpent, mais c'est que comme ça forme un cercle comme le cercle solaire, etc. etc. Donc, on reviendra quand même sur ces phénomènes, vu que l'objectif n'est pas de parler de l'Ouroboros, mais c'est un cycle, en fait, un cycle de la vie. Le serpent, il y a aussi ce phénomène d'explication du serpent qui se mord la queue, mais il ne se mord pas la queue parce qu'il a faim. C'est pas anthropophagique, mais c'est un moyen de renaissance. À travers ce phénomène, il va se renouveler encore et encore et encore. Voilà, c'est une éternelle renaissance. Voilà, renaissance en fait.
Mais dans la vision locodermique, ici, le Ouroboros ne veut pas dire, et ça ne signifie donc pas un cycle de recommencement pour une renaissance ou pour expier ses péchés ou pour un éclaircissement du soleil. Ici, c'est donc, on entre dans le sens un peu littéral qu'est le serpent qui se mord la queue sans entrave, c'est-à-dire le locoderme, ici, c'est dans l'anthropophagie, ici. On est dans l'anthropophagie qui va amener ce qu'on pourrait appeler le cannibalisme. On va un peu lire une partie, on va pas tout lire, je suis désolée parce qu'il faut bien que cette séance soit pas très longue. Et après, bon, on va revenir une autre fois, effectivement, sur l'introduction de John Henry Clarke, qui fait souvent des introductions assez longues et très particulières. Reconnaissance et avant-propos. Donc, first, I would like to acknowledge immediately my own limitation of scholarship in preparing the argument put forward in this book. Although I am very confident about the general defensibility of the thesis, I am also actually aware that the defense provided could have been much better, although only at the cost of many more pages. Donc, premièrement, je voulais reconnaître sa propre limitation par rapport à ses connaissances scolaires, par rapport aux théories qu'il a apprises dans ses recherches. Il reconnaît qu'il y aura sûrement des arguments qui vont peut-être lui échapper ou qui demanderont un éclaircissement encore un peu plus propre dans les futures recherches. Et donc, malgré ça, il est très confident de la thèse générale, donc du travail général issu de ce livre. Donc, il est aussi au courant que le moyen de s'argumenter de ces justifications aurait pu être mieux s'il y avait la possibilité de faire plus de pages, parce qu'effectivement, c'est aussi beaucoup d'argent. C'est pas évident de produire, d'éditer des livres, de publier des livres. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez à quel point c'est délicat. C'est un travail difficile de publier des livres. Et par moments, on ne sait pas si les maisons de publication vont accepter vos livres. Souvent, les livres, je vous ai dit, des textes sont réécrits, les textes sont transformés, mal traduits, et c'est fait exprès pour cacher, dissimuler certaines réalités. Deuxièmement, il dit, I would like to emphasize the fact that The Heisman Inheritance has always been intended as a popular book. Therefore, notes and the bibliography represent the bare minimum required to lead the general reader to the major sources. Thirdly, I would like to acknowledge the generosity of the Shelton Book Company for permitting me to quote from the text of Ivan Sanderson, Abominable Snowmen. Legends come to life and to reproduce the Neanderthal footprint, and the footprint of the Guli Yavan contained in the appendix of Sanderson's books. I am indebted also to Alfred North Incorporation for permission to reproduce illustration from Professor Carleton Coons, The Origin of Races. Donc, deuxièmement, il voudrait essayer cette emphase entre l'héritage de l'homme des glaces. Tout le monde a toujours reconnu cette histoire, elle est assez populaire, de ce comportement de l'homme qu'on appelle l'homme des glaces, qu'on appelle le locoderme, que lui il appellera le néandertal caucasoïde. Et en plus, bon, il rappelle que la bibliographie représente le minimum effectivement requis pour guider des lecteurs sur des sources assez majeures. Donc, de toute façon, derrière, il faut comprendre qu'il vous incite à faire vos recherches pour intensifier la connaissance, parce que ce qu'il dit n'est pas toujours authentifiable, vérifiable, et il se peut que comme il est le coderme lui-même, il va parler de ses propres frères. Il aura un peu du mal à un certain moment, donc il va peut-être essayer un peu de minimiser la portée de la violence du comportement génétique de ses propres frères. Bon, c'est moi qui va un peu loin dans la traduction, donc il se peut qu'il est important pour les mélanodermes qui vont lire ce livre de pousser davantage et de ne pas avoir honte dans la poussée de la connaissance et de ne même pas épargner certains facteurs. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, quand vous allez lire ce livre, dites-vous qu'il a un locoderme, dites-vous qu'il a peut-être eu pitié de ses frères, il ne va pas tout dire comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande, quand vous lisez les livres des locodermes, lisez-les attentivement et faites également très attention, quand vous les lirez, de derrière faire vos recherches, de lire entre les lignes, de ne pas tout gober parce que, oh, le locoderme écrit ce locoderme, c'est super. Non. Dites-vous que entre eux, ils ne peuvent pas toujours autant se descendre
comme on peut l'imaginer, même si souvent ils se lâchent entre eux, ils se font des sales coups, mais ils ne vont pas aussi loin comme nous critiquons d'une façon assez violente. Donc, eux, il y a quand même certaines retenues, même s'il y a des preuves, des artefacts qui montrent la violence inouïe du type leucodermique. Donc, faites derrière vos recherches, je le dis encore, faites vos recherches, mes frères, parce que même moi, tout ce que je vous dis là, je ne suis pas toujours sûr de ce que je dis. C'est-à-dire, peut-être même que c'est encore bien plus grave. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est-à-dire, il faut aller très très loin aujourd'hui. On s'est beaucoup retenu. Je trouve qu'on a été beaucoup patient, beaucoup dans la retenue. Et il faut qu'on apprenne à aller très très loin, à se dire au final, allons-y. C'est-à-dire, peu importe si les gens nous critiquent, nous allons partir très loin dans cette recherche. Parce que si on n'étudie pas quel est le dégénéré génétique, on ne va pas résoudre le problème du noir. On n'aura pas la force d'affronter avec courage la leucodermie. Donc, c'est déjà un pas en avant et c'est important que vous le sachiez. Donc, troisièmement, il dit que je voudrais aussi reconnaître la générosité de la compagnie Tilton Book qui a permis de pouvoir prêter les textes d'un auteur qui s'appelle Yvonne Sanderson qui a écrit L'abominable homme des neiges. Il est également reconnaissant du fait qu'on lui ait permis de pouvoir reproduire les illustrations d'un professeur qui s'appelle Carleton sur l'origine de la race. Il dit que many people have contributed to the presentation of ideas contained in the Heisman Inheritance during the past 14 years. Donc, c'est un livre qui a quand même fait 14 ans d'écriture. C'est pas évident, franchement, d'écrire des livres, surtout des tels livres. Of these books preparation. Donc, some have contributed through conversation, discussion, argument, and encouragement. Donc, beaucoup ont contribué à travers les discussions, des arguments et des encouragements. C'est pour ça que c'est toujours bien d'encourager des chaînes qui vont dans ce type de situation. Donc, n'hésitez donc pas à encourager ma chaîne, à liker, à partager. C'est également une contribution qui, pour moi, est bien plus nécessaire que de partager de l'argent. Comme j'ai dit, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin que vous aidiez ma chaîne, vous contribuez à cette chaîne, que vous aidiez cette chaîne à grandir et que d'autres personnes écoutent et dépassent même mes connaissances, dépassent ce que je raconte, qui par moments est un peu embrouillé, saccadé. Mais effectivement, il y a un fil conducteur, c'est-à-dire il y a une réflexion derrière qui est assez, par moments assez poussée, et je voudrais que d'autres poussent encore, dépassent même ce que je dis, d'une manière où même moi je serais même tellement étonnée que je vais même en mourir. Bref. Donc de toute façon, il parle du fait qu'il y a des gens qui l'ont aidé de toutes les manières, corrigeant ses erreurs, ses fautes, donc n'hésitez donc pas, c'est pour ça que je vous demande souvent, si je fais des petites erreurs, dites là où j'ai fait des erreurs, c'est aussi important, donc je peux dire des trucs qui étaient un peu, voilà, même moi quand je réécoute mes séances, je sais que, j'ai fait une petite erreur là-bas, mais bon. Donc, I am in debt to the late Dr. Giorgio Santillana of MIT, to Dr. Bruce Maslin, dont là il fait sa dédicace, of the Princeton Institute for Advanced Study. Especially thanks are due to Imre de excusez-moi, director of the Social Work Program at Toronto Seneca College, who wrote one of the introduction to this book, and Dr. Judith Posner, coordinator of Women Study at Atkinson College, York University, who wrote the others. I would also like to take the opportunity to thank Professor Carlington Kuhn, author of The Origin of the Races, for his encouragement and patience during several conversations. Although it's probably impossible not to criticize Professor Kuhn's racial emphasis in some respects, it remains obvious that the argument represented in this book relies heavily upon Professor Kuhn's comparative analysis of Neanderthal Caucasoid skeletal material. I think it also needs to be said that Professor Kuhn has been the object of unremitting and generally unfair criticism from liberal anthropologists who have excommunicated him from the contemporary anthropological belief structure, but who have failed to answer Kuhn's carefully research with comparable rigor. Bon, de toute façon, dans le monde scientifique, il y a une guerre qui se passe entre les idées. Après, est-ce que Dr. Kuhn avait totalement raison, totalement tort sur l'histoire de la leucodermie caucasoïde? C'est entre les mains de l'écoderme.
Ça allait être assez bizarre s'il ne faisait pas cette dédicace à John Henry Clarke, qu'il a ajouté, je dirais, en 1990. On finit avec ça. In most respects, this 1919th edition of the Iceman and Inheritance is identical to the original Canadian publication, which was released in November 1978. A new introduction by John Henry Clarke has been substituted for the two original Canadian introduction written by Imre de Aspreg Nemeth. Je suis désolée, j'arrive pas à lire ça. And Dr. Judith Posner's dedication has been altered slightly, and some typos that found their way into the original books have been corrected. Donc, le livre, après, il a été donc republié, corrigé en 1990, comme le livre de Bobby Wright qu'il avait écrit en 1974, qui a été corrigé en 1984. Bon, quand même 2 ans avant sa mort. Donc, John Henry Clarke, dont il a vu les travaux, il voulait donc que ces travaux soient ajoutés effectivement à son livre pour éclairer en plus par rapport à ses recherches sur le néandertalien caucasoïde, dont est l'espèce de Bradley Michael. Donc c'est important, vous comprenez que les livres, c'est pas évident. Déjà, ça fait 14 ans pour que ce livre naisse en 1978. Et dans 90, il y a encore des remasterisages. Bon, quand je dis des remasterisages, c'est-à-dire des ajustements par rapport effectivement aux nouvelles idées qu'il a vues. Et donc on finit avec, il dit, but in another respect, the book remains the same because no change were necessary. I still stand behind the arguments presented in the Iceman Inheritance, and no new evidence has emerged to refute it. On the contrary, some new evidence has emerged to support the thesis. Dr. Eric Trinkaus of Harvard Peabody Museum and T.D. Stewart of the Smithsonian Institute jointly undertook a forensic style examination of all known Neanderthal skeletal material. They discovered a much higher incidence of violence, inflicted injuries, burns, lesions amongst Neanderthals. Donc, sur les matériaux squelettiques, dont les artefacts squelettiques qu'on a pu receler de la structure osseuse des Néandertaliens caucasoïdes, on a donc remarqué qu'il y avait des lésions osseuses, ce qui représentait déjà ce phénomène de violence. Donc, ces artefacts-là ont montré qu'il y avait une certaine violence à cette époque de ce peuple néandertalien caucasoïde. Bon, de toute façon, néandertalien caucasoïde, c'est la même chose. Et donc, plusieurs crânes comme ça ont été trouvés de la sorte, qui manifestement explique qu'il y avait beaucoup d'agressivité donc au sein de ce peuple et donc des ancêtres des Leucodermes. Un Leucodermien est donc un peuple extrêmement violent. Ils ont une ancestralité de la violence, et c'est cette ancestralité de la violence-là que l'on voit aujourd'hui, la manière dont ils traitent déjà d'abord, ils se traitent eux-mêmes dans la violence, ils traitent les autres qui ne les ressemblent pas. Et c'est la manière dont ils traitent les autres alors qu'ils ne les ressemblent pas est encore plus violente que déjà la violence qu'ils infligent à eux-mêmes. C'est un caractère à s'interroger, c'est pour ça que c'est très important d'étudier ces phénomènes-là. Trinkaus and Stewart, ça c'est 2 personnes, thus demonstrate empirically what argued theoretically in the Iceman Inheritance that the Neanderthals were more aggressive than other ancestors of modern man. Donc, ils étaient plus agressifs que n'importe quel homme moderne. Ça veut peut-être déjà tout dire. C'était vraiment des gens très très sauvages, sauvagerie ou barbarie. Bref. In 1985, a publicized paper was found among Sigmund Freud's manuscripts. Bon, j'aime pas trop Freud parce que lui-même il n'était pas très clair dans sa tête. Après, c'est normal, c'est un caucasoïde. This 12-page essay suggests that Western man psychosexual aggression and ambivalence were caused by glacial evolution during the last European Ice Age. Ça, c'est une théorie que maintenant les gens discutent, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est véritablement la glace qui a rendu le Leucoderme comme ça. Bon, Freud, lui, sa théorie, c'était que c'est la glace qui a rendu l'homme Leucoderme type caucasien psychosexuel, donc psychosexual aggression, donc quelqu'un qui a des ambivalences, comment dire, il a un attrait à l'agressivité et à la torture psychologiquement sexuelle. Donc, c'est-à-dire, il est, oui, c'est un dérangé, c'est un pervers sexuel. Et donc, ça fait partie donc d'un héritage génétique qui dit
provient de la période glaciaire. Donc, ils accusent, c'est un peu comme s'ils accusaient ou ils justifiaient leur comportement sur le fait que c'est la glace, en fait. C'est l'âge de glace qui les a rendus comme ça. Et comme je dis, on revient au passé. Les mélanodermes qui vivaient donc sur cette terre glaciaire, pourquoi n'étaient-ils donc pas devenus des attardés psychosexual aggression avec une ambivalence de la violence inouïe? Non, mais à un moment, faisons un recul. Si Freud était devant nous, on demandera à Freud, répond à cette question en fait. C'est quoi le game? Donc, certes, le monsieur explique que bon, malgré les recherches, les nouvelles données qu'il a eues avec John Henry Clarke, il n'a pas pensé qu'il fallait quand même essayer de revoir quelques éléments. Il a dit que bon, ça tenait le game, mais aujourd'hui, avec ce qu'on étudie aujourd'hui, ça ne tient plus le game, j'ai envie de dire. Bon, il est mort en 2017, on ne peut plus rien faire. Pourquoi nos ancêtres mélanodermes, qui ont été tous sauvagement assassinés, n'ont pas été des pervers sexuels, agresseurs, violeurs ou violeurs sur violeurs? Comment l'expliquer? Comment Freud peut nous l'expliquer? Est-ce qu'on va toujours dire que c'est la faute du froid, c'est la glace? Vous savez, en Afrique du Sud, il neige. Et nos ancêtres ont vécu là-bas. Ils sont africains, ils ne sont jamais devenus locodermes. Il y a des zones en Afrique, surtout au Congo, il y a des monts là-bas, il neige. Pourquoi les Noirs qui vivaient là-bas ne sont jamais devenus locodermes? Pourquoi les Noirs en Asie, dans les coins, il neige en Asie, ne sont jamais devenus locodermes? Pourquoi les Noirs, quand ils étaient allés aux Amériques, ils ne sont jamais devenus locodermes? Donc, à un moment, il faut qu'on nous explique en fait. D'autres expliquent que ce sont les albinos, mais ce ne sont pas les albinos. Nous, on a nos albinos, les albinos mélanodermiques. Pourquoi eux, ils ne sont pas violents comme ça alors? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que le locoderme type caucasien? Ou qu'est-ce que c'est que la branche génétique caucasoïde dans toutes ces variations génétiques? Où est-ce que je veux dire? Donc Freud n'est pas allé loin. Il était juste dans sa fantaisie freudienne, psychosexuelle, puisque lui-même c'était un pervers sexuel qui s'ignorait et peut-être qu'il le savait au fond de lui. Donc, c'est encore des questionnements. On n'est qu'au début, on est à la dédicace là, mes frères. Je vous parle, on n'est qu'à la dédicace, on n'est pas dans l'introduction. Comme je vous ai dit, je ne peux pas parler de l'introduction. Pour le moment, vu que j'ai été piégée dans la préface, qui recèle quand même quelques petites circonstances d'erreur, par rapport au fait qu'il s'appuie sur les textes de Freud. Donc, pour Freud, c'est une certaine raison. Donc, ils accusent déjà le froid, donc c'est à cause du froid, c'est le froid qui a fait qu'il soit comme ci, comme ça, bon, les excuses à deux balles. In short, the years since the original publication of these books have not seen any evidence that the theory should be discarded or revised, but on the contrary have seen new evidence that the Iceman inheritance is more valid and more vital than I knew in 1978. Donc, on reviendra, je ne sais pas, peut-être dans 1 mois ou 2 mois sur l'introduction avec John Henry Clarke. Voilà un peu ce que vous devez comprendre pour le moment. S'il y a des choses que vous pouvez apporter en plus, effectivement, je vous remercie. Donc, déjà, nous avons ici un avant-goût de la situation qui va se poser. Nous avons un avant-goût du rythme. Effectivement, donc, il va beaucoup quand même se poser sur les théories de Freud, notamment pour expliquer la pensée, la vision perverse sexuelle de locoderme, c'est-à-dire son agressivité dans sa relation déjà avec toute espèce, déjà dans son agressivité avec sa femme, donc sa femme locoderme. Moi, j'élargis l'échelle, donc la relation de l'homme locodermique, tout type DNA caucasien, yeux bridés caucasiens, et les Arabes, les Juifs et les Hindous. Donc, on va essayer de comprendre, en tirant sur cette vision locodermique, comment est-ce que leur rapport vis-à-vis d'abord eux-mêmes entre hommes locodermiques, ça se fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils interagissaient entre eux, donc la violence qu'ils avaient entre eux par rapport à leurs femelles, comment est-ce qu'ils vivaient l'agression, le sexisme dont ils parlent, la misogynie locodermique entre locodermes, son rapport entre frères locodermiques, puisqu'on découvre plus tard que le caucasien a vendu son frère caucasien
à son frère arabe. Donc, vous voyez déjà le game. Également maintenant, son rapport avec une typologie DNA différente de sa typologie DNA, dans le mélanoderme. Là, le rapport change avec cette typologie DNA différente, donc mélanoderme masculin-féminin. La violence qui passe son paroxysme, la perversité qui dépasse l'entendement. Déjà, l'homme leucodermique avec son groupe masculin leucodermique dans les grottes de Caucase exerçait beaucoup de violence. Et vu qu'ils n'étaient pas assez d'hommes, assez de femmes, ou assez de femmes, assez d'hommes, bref, les pratiques d'un nouveau genre sont apparues dans ces grottes, dans ces lieux-là. Ils le faisaient entre masculin, les femmes étaient frustrées, ou ils violaient les petits garçons, les petites filles. Vous voyez ce que je veux dire? Ils violaient même les femmes enceintes, ils violaient les cadavres. Vous connaissez cette pratique sexuelle pour les cadavres, donc, etc. Et maintenant, on saute les étapes, on vient à la découverte du mélanoderme, la gravité de l'aspect sanguinaire et de l'aspect obscur suprême s'interagit jusqu'à nos jours. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. N'hésitez donc pas à liker, à partager, etc. Donc, je vais couper court vu que je ne sais pas faire de conclusion normale. Donc, voilà, bibala quoi.